Bonsoir à tous. Eh bien, encore un moment agréable à passer ensemble. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, je vous présente un invité de Cap-de-la-Madeleine. Un homme qui, comme tout le monde, a eu des hauts et des bas dans son existence, bien des joies, bien des peines, bien des épreuves aussi. Et notre invité de ce soir va témoigner par l'expérience de sa vie. Comment, quand on arrive à accepter une épreuve, à la traverser, à l'intégrer à sa vie, on peut en sortir grandi, on peut en être heureux et aider à rendre les autres heureux aussi. Monsieur Plante, c'est comme ça que je vous vois. Et puis je vous remercie vraiment, non pas d'avoir accepté, mais d'avoir demandé à participer à cette émission. Ça me fait plaisir. Alors, je vous ai présenté comme un homme qui a connu des joies, des épreuves. C'est vrai, hein? On en connaît tous, là. Exactement. Je ne sais pas si ça s'est passé à part égale dans votre vie. Je pense que vous êtes l'homme des grands enthousiasmes et puis qui trouve toujours moyen, qui trouve toujours surtout la personne sur son chemin pour sortir du creux de la vague quand vous y êtes. Hein? C'est ça que j'ai saisi en parlant avec vous tout à l'heure. Exact. Bien, écoutez, avant, on va commencer un peu par vous connaître. André Plante, Cap-de-la-Madeleine. Il y a peut-être bien du monde qui vous connaît là. Hein? Quelques-uns, oui, sûrement. Vous êtes là depuis longtemps? Au Cap-de-Madeleine depuis 1987. Oh, ah oui, depuis. Ça a été une année charnière dans votre vie, ça. Hein? Exactement. Mais on y reviendra en temps. Voulez-vous nous parler un peu du petit André Plante, là, qui est né à Shawinigan, je pense? Oui. En 1900, on peut le dire? Oh oui, on peut le dire. En 1944, bon. OK. Alors, d'abord, seul le garçon dans une famille de 3 enfants, dont le père était commis de réception à la Shawinigan Chemicals avec des salaires très peu élevés. La mère qui restait à la maison, dévouée à sa famille. J'ai fait mon cours élémentaire à l'Immaculée Conception. C'était des religieuses? C'était des frères de l'instruction chrétienne. Ah bon. Et puis, à la fin de ma 7e année, je me suis dirigé vers le séminaire Sainte-Marie. Mais quel genre de garçon étiez-vous, là, jusqu'à la 7e année? Vous aviez 2 sœurs, je pense. Exactement. Un garçon taquin, tannant. Ça paraît pas du tout. Non, hein? Qui aimait faire les mauvais coups. Est-ce que c'était sévère chez vous? Oui. Oui. Mon père était très sévère. Ma mère était capable aussi de tenir son bout. Sauf que c'est sûr qu'on avait plus peur. Moi, personnellement, j'avais plus peur de mon père que de ma mère. La crainte, c'est le commencement de la sagesse. Je dois être sage depuis très longtemps. Alors, comme ça, vous avez eu une éducation assez stricte. Oui. Et puis, le petit garçon qui grandit, là, jusqu'au collège Sainte-Marie. Oui, au séminaire Sainte-Marie. Séminaire Sainte-Marie, vous entrez là à quel âge? 12 ans. 12 ans. Aviez-vous déjà une vue d'ensemble de votre avenir, là? Oui. D'ailleurs, plus jeune, j'avais demandé comme cadeau de Noël un hôtel avec des instruments liturgiques. J'avais un seul objectif, c'était devenir missionnaire dans le Grand Nord chez les Indiens. Je savais pas que... C'était précis. C'était précis. Mais d'où ça vous venait, cette idée-là, ce rêve, peut-être? Tant au cours élémentaire que au cours de mon cours classique, il y avait des missionnaires qui sont venus, puis j'étais emballé par le courage de ces gens-là et le bien qu'ils pouvaient faire. De plus, mon père avait un ami qui était père blanc en Afrique, avec qui il correspondait. Et ça m'impressionnait beaucoup. Puis je disais, c'est là qu'il faut aller travailler, c'est là que les gens ont besoin. Bon, j'avais en particulier, moi, je voulais aller dans le Grand Nord parce que je de la misère avec la chaleur, ça fait longtemps. Ah bon, c'était un peu intéressé, votre calcul, mais tout de même. C'est ça. Mais je savais aussi qu'il y avait des ouvrage à faire. Oui, il y avait de l'ouvrage, il y en a encore d'ailleurs. Alors, comme ça, vous grandissez avec ce rêve-là, mais vous avez dû vous assagir. Un futur missionnaire, ça devait marcher droit, non? Ben, je veux dire que j'étais pas nécessairement... J'étais gêné, mais pas nécessairement sage. Et j'étais un type très impulsif.
mon père m'avait déjà dit quand j'étais jeune, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, par exemple, ton linge, prends-en bien soin. Si quelqu'un touchait, moi au séminaire, les gens qui m'ont connu, ils faisaient pas exprès l'hiver, ils m'enlevaient ma calotte, puis c'était une bataille Ah, qui commençait. Sauf qu'avec les années, avec beaucoup de travail de nos directeurs spirituels du temps qui essayaient de me faire comprendre, ça ne me donnait rien de me choquer, mhm. j'ai réussi au moins à me modérer avec les années. Sauf que je pensais pas que ça pouvait nuire à ma vocation, puis je pense pas que ça nuit aussi. C'est... moi, toute ma formation a été faite en fonction d'atteindre mon objectif, puis tout le temps que j'ai fait mon classique, j'ai participé dans ce temps-là à la JIC, la jeunesse Ah, vous étiez de ces mouvements-là. propagation de Oui. la foi, parce que c'était des mouvements qui pouvaient m'aider dans l'avenir. Mais là, c'est du temps de votre collège Sainte-Marie, j'imagine. C'est ça. Vous êtes resté là combien de temps? De 5 ans jusqu'à la 5 fin de la ans. belle lettre. Et, La belle lettre, c'était quoi, mon Dieu? C'est un terme désuet. Hein? oui. Qu'est-ce que ça contenait, ça? Alors, je pense que c'est l'équivalent d'une 12e année actuelle. Il faut dire que dans le temps, au niveau élémentaire, c'était 7 ans. La belle lettre, c'est la 5e année du côtacique après. Ah, c'était la dénomination du C'est ça. degré. Il y avait éléments latins, Ah, syntaxe, méthode, versification, belle lettre. oh mon Dieu, que ça a l'air rébarbatif. Oui, Et alors, puis, vous avez passé tout ça avec succès, vous? oui, j'avais pas de Oui. difficulté dans mes études du tout. J'étais tout seul, le gars, chez moi. Et puis, il fallait toujours que j'aide mon père, parce que je trouvais ça fatigant. Puis une bonne journée, mais il y a un de mes confrères qui avait un prospectus qui passait dans les écoles sur les oblats. Et Vous étiez à Shawinigan? c'est ça. Il y en avait-il à Shawinigan, des oblats? Non, Non, vous n'en connaissiez pas du c'est tout. probablement que ceux du Cap Ceux du Cap. qui faisaient de la propagande, Mais probablement. vous deviez venir de temps en temps en pèlerinage comme tout le monde? Non, Même pas. Bon. Vous ne les avez pas rencontrés avant, d'abord. c'est ça. Bon. C'est le risque ou le risque providentiel, mais... Alors, à l'insu de mes parents, je me suis inscrit... À l'insu? Ah oui, je passais à l'Action catholique dans le temps, comme plusieurs jeunes. Et puis, j'avais ramassé le 35 qu'il avait besoin pour faire inscription. On a fait un mandat de poste, puis je me suis inscrit au séminaire au de Chambly. Mon Dieu. C'est après, au cours de l'été, que mes parents ont su que j'étais inscrit là. Je n'avais pas pensé que mon père devait payer une pension par mois. Je n'ai pas pensé à non, ça. vous ne passiez pas plus loin, là. Non, non. Mais leur réaction a dû être un peu surprise. Hein? Effectivement. Mais c'est toujours par moment que j'ai essayé de faire Ah oui. passer le message. Ah, l'intercession des mères. Hein? Exactement. Et puis c'est avec elle que ça a passé, là? Oui. Oui. Mon père, il voulait garder son gars plus longtemps, c'est sûr. Ben, vous étiez le seul gars de la maison, d'abord. Exact. Puis j'imagine que vous le secondiez à l'occasion. J'étais toujours celui qui prenait pour y aider, tenir ses outils, tenir ses morceaux de peau, parce que c'était un monsieur qui travaillait tout le temps. Dans ses loisirs, c'était faire de la menuiserie. Ah, oui. Mon père, c'était un gars très travaillant. Il travaillait lentement, mais il travaillait continuellement. Mais il avait toujours besoin de quelqu'un pour y aider. Ça, j'étais bien tanné de ça. Parce Ben, vous auriez peut-être aimé partir un peu avec d'autres jeunes, j'imagine. c'est ça. Mais vous y alliez pareil. Oui. Est-il encore en vie, votre père? Non, mon père est décédé à 88 ans, en 1989. Puis votre mère? Ma mère vit encore. Elle vit encore. Comme ça, elle va être heureuse d'entendre parler de votre vie de famille jadis. Exact. Quel âge a-t-elle? 84 ans. Ah ben mon Dieu, on va lui dire bonjour. Hein? Ben oui, ça fait plaisir. Félicitations, Madame Plante, d'avoir un fils comme monsieur. Alors, bon, on parlait de votre mère. Puis qu'est-ce qui arrive, là? À un moment donné, vous vous inscrivez, ils finissent par dire oui. Ben, C'est ça. Maman intercède, là. Exact. Oups, ça n'a pas dû être facile, par exemple. Non, sauf que mon père, il se disait, il n'a pas connu assez de la vie. Parce que, mais il savait que j'avais une idée en tête, c'était devenir missionnaire dans le Grand Nord. Il avait comme pas le choix, d'une certaine façon, il me laissait aller. Mais c'est un gars qui s'ennuyait de ses enfants sans leur dire officiellement. Et le 8 octobre, c'est une fête au Blatt, alors il avait organisé une rencontre des parents avec les élèves à Chambly. Mon père est venu, même s'il n'y a pas d'auto, il demandait à un de ses compagnons de l'amener puis de payer. Et là, il m'a demandé si je voulais revenir à la maison. J'ai dit La non. première année, là. Oui. Oui. J'ai dit non, je suis parti. Mon Dieu, vous étiez déterminé.
Parce que là, quand vous partiez, c'était pas pour revenir tous les mois à la maison. Ah non, on venait pas tous les C'était mois. pour longtemps, je pense. On avait le droit de revenir à Noël, puis aux vacances d'été. Oui, c'est un bon terme, là. Alors, il vous a demandé, là, veux-tu revenir, puis ça a été non. Non, j'ai dit, papa, tu m'as toujours dit, quand je commence de quoi, il faut le finir. Mhm. C'est ce que je faisais. Mais comment ça se passait au noviciat quand vous y êtes arrivé? Ah, mais je ne suis pas un officier encore, là. Non, non, avant, excusez. Là, moi, j'ai tendance à mêler un peu le tout à Chambly, quand vous arrivez là, comme postulant, faut-il dire? Non, Comme aspirant. j'étudiais en finissant mon cours classique. C'était les autres, bon, après la belle lettre, dans le temps... Oui, c'est ça. Instruisez-moi. C'était la rhétorique, OK. avant les deux philosophies. À Chambly, les finissants, c'était des gens qui faisaient la rhétorique. Alors, ce n'était pas nécessairement des gens qui se préparaient pour la prêtrise? Tous les individus qui étaient là, c'est des gens qui avaient comme objectif de devenir père oblat. OK. Puis vous également, là? Exactement. On était un groupe de 17 élèves. Et normalement, ces gens-là faisaient soit 2 ans à Ottawa chez les Oblats avant d'aller au noviciat, ou aller directement au noviciat. Ah oui. Et moi, j'ai fait 2 ans de philosophie à l'Université d'Ottawa, au Juniora Sacré-Cœur d'Ottawa chez les Pères Oblats. Et après, je suis rentré au noviciat des Pères Oblats à Chanieux. Et parlez-moi de ce noviciat, qui durait 1 an? C'est ça. 1 an? Il faut être là, dans le temps, il fallait être là 12 mois, sans être absent plus de 24 heures durant 10 jours. Si vous étiez à 10 reprises dans l'année, absent plus de 24 heures, vous deviez recommencer votre année. Oh, c'était très sévère. Hein? Quand on parle de ça, plusieurs années après, ils ont dit ça n'a comme pas d'allure, mais c'était la façon de vivre de ce temps-là. D'abord, c'était l'année du Concile. Ensuite de ça, sur le plan de la communication en communauté, on avait quelques récréations, une demi-heure, 10 minutes après dîner, une demi-heure le soir. Oh. Le restant, ça se passait dans le silence. Les repas, ça se passait dans le silence avec une lecture, quelqu'un qui faisait une lecture. On était 13 novices. Un seul est devenu père oblat, ordonné père oblat, c'est Guy Guénard. Et nous avions un nouveau père maître des novices, c'était le père Pépin. Là, la vie était centrée sur le cheminement spirituel, la méditation, la connaissance des règles de la communauté oblate, la connaissance du fondateur et de l'histoire des oblats. Puis aussi, essayer d'améliorer notre caractère. Ah oui, ça je pense. Le chemin de la sainteté. C'est ça. C'est peut-être une partie plus difficile, dépendant des individus, mais pour moi, c'était pas nécessairement facile. Et je suppose que vous aviez quand même quelques temps d'activité physique, de travail manuel. J'ai jamais travaillé de ma vie comme j'ai travaillé au noviciat. Ah bon. Donc, ce n'était pas uniquement l'esprit là qui travaillait? Non, c'est sûr. D'abord, il y avait beaucoup, c'était un très grand terrain, il y avait de la culture, on devait ramasser par exemple les patates, les fèves, etc. On devait s'occuper, on avait beaucoup d'étudiants qui venaient en retraite, on devait s'occuper de refaire les chambres à leur départ, puis avant l'arrivée d'autres groupes. On devait aussi s'occuper de l'entretien du terrain, le gazon, tout ça. On avait beaucoup d'ouvrages sur le plan physique, mais c'était nécessaire. C'est comme une soupape, oui, à un moment donné. Et puis, ce groupe de 13 garçons, vous m'avez dit 13 novices, comment est-ce que vous entendiez, là, tous des garçons, en somme, qui vivent en vase clos pendant un petit bout de temps? Hein? Il y a un individu avec lequel j'ai eu la difficulté tout le temps, personnellement. C'est une confrontation bien pire qu'une vie de couple, ça. Parce qu'il y a des caractères tellement différents, avec des éducations différentes, sauf que moi, je pense que c'est ça qui cimente une équipe, c'est ça qui nous permet d'améliorer notre façon d'être. Parce que, en tout cas, personnellement, j'avais beaucoup de choses à améliorer. Puis c'est à me confronter ou à vivre avec d'autres personnes, qu'on voit que telle chose, c'est pas l'autre personne qui est en cause, c'est moi. Est-ce que vous étiez coulé dans un moule commun ou est-ce qu'il y avait une attention particulière à chacun? Il y avait une attention particulière à chacun parce qu'on avait un directeur spirituel qui nous guidait, sauf que c'est sûr qu'il y avait un moule commun aussi. Oui, il y avait quand même la règle qui était peut-être plus...
En tout cas, elle était différente d'aujourd'hui. Là, on ne fera pas des comparaisons. Non, les comparaisons sont trop boiteuses. Oui, elles sont assez oiseuses. Alors là, vous faites 1 an de noviciat, Exact. j'allais dire de retraite fermée. J'imagine que c'est un peu ça. C'est hein. l'équivalent, oui. Alors, après 1 an, qu'est-ce qui vous arrive, là? Alors, on fait les premiers vœux temporaires. Et là, il y a des gens qui sont acheminés vers le Scholastica d'Ottawa. Puis il y a un autre groupe il y a une obédience pour Rome, Scholastica à Rome. Et les 12 autres, c'est le Scholastica d'Ottawa, Vous allez où, là? à Ottawa. À Ottawa. Puis le Scholastica, ce sont encore des études? Ce sont des études où quelqu'un fait une 3e année en philosophie, où on entreprend la théologie pour une période de 4 ans. Et à cette période-là, il commençait, après 2 ans de théologie, par exemple, d'envoyer certains scolastiques, qu'on appelait, dans les maisons de formation pour une année de stage. Ça commençait à se faire à ce moment-là. Vous avez dû être instruit dans tous les changements du Concile, là. Exactement. Vous avez dû juste arriver au bon moment. hein. C'est ça. Puis de toute façon, la documentation qui nous était permis de lire, parce que c'était dans des tableaux vitrés et barrés, c'était sur le Concile. Il n'y avait pas de problème. Vous le lisiez, oui. C'est ça. Comme ça, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, là, ça n'a pas dû trop vous dérouter. Vous avez vécu en même temps que les changements sont arrivés. Exactement. Je pense que l'information qu'on avait, plus l'ambiance qu'on vivait, la spiritualité qu'on essayait d'acquérir à ce moment-là, nous a permis de mieux comprendre les changements. Oui, et de ne pas se buter sur certaines. Exactement. Alors là, vous êtes à Ottawa, puis à un moment donné, je crois que vous avez eu quand même des obédiences, là. Vous êtes parti au loin. Bien, la première obédience que j'ai eue, puis il faut faire comprendre aux gens qu'une obédience, ça, on est réunion dans la salle communautaire de tous les étudiants qu'on appelait scolastiques. Ils nous remettent une petite tête avec la place où on doit rendre un service pour une période donnée. On ne demande pas votre avis, là. Ah non. À ce temps-là, il n'était pas question de demander l'avis. On avait des surprises. Il y avait des gens qui étaient déçus et des gens qui ne l'étaient pas. Moi, j'ai toujours été choyé. La première obédience que j'ai eue pour la période des fêtes, parce qu'ils nous envoyaient œuvrer dans les œuvres qui avaient déjà les Oblats, moi, c'était à Pointe-Bleue, au pensionnat des Indiens à Pointe-Bleue. C'était pas le Grand Nord, mais c'était déjà bien. C'était déjà Oui. très bien. M'occuper d'abord, parce qu'il y avait déjà des Indiens qui n'allaient pas dans leur réserve durant la période des fêtes, donc s'assurer que ces gens-là puissent avoir des activités qui répondent à leurs besoins, mais aussi m'occuper d'être instructeur pour les Indiens qui étaient empruntés d'autres réserves pour former un club indien Pee-Wee. Est-ce que c'est bien gros, Pointe-Bleue? C'est pas très gros. Non. C'est pas très, très gros. Puis il y avait peut-être 150 pensionnaires, mais ils n'étaient pas tous là quand je suis allé. Là. Il y avait plusieurs qui étaient retournés Vous me dites 150 pensionnaires, ils pensionnaient où, là? au pensionnat des Oblats. Ah, c'était tous des jeunes qui pensionnaient Oui. chez les Oblats. Oui. OK, là, je viens de situer. Et vous étiez nombreux pour diriger ça, ce groupe-là? La première année que j'ai eu mon obédience, là, on était 2 personnes qui faisaient en sorte d'assurer la discipline de ceux qui restaient. Puis j'avais le mandat aussi, c'est ça, parce qu'au tournoi Pee-Wee de Québec, à cette période-là, il y avait des Indiens qui représentaient les Indiens du Québec et c'était au pensionnat des Indiens qu'on donnait la formation sur le plan des techniques de hockey. Alors, c'est là que vous commencez à former un club, là? C'est ça. Puis ça a marché, ça? Ça a marché. Mais la question du parler, aviez-vous le même langage? Quand on avait discuté, il y avait d'autres pères qui étaient là, il y avait des cris, la plupart des gens parlaient anglais, je ne parlais pas moi l'anglais. Il y avait quelques-uns qui parlaient français, on était capable de communiquer. Non, il y a toujours moyen de se débrouiller. Alors, vous n'avez pas eu de problème de ce côté-là, là? Et je pense que quand on est plus jeune, on est plus hasardeux. C'est pas ça qui me faisait peur. Peut-être. On pense moins aux erreurs qu'on va commettre en parlant. Exact. Alors, là, vous êtes à Pointe-Bleue, puis... C'est ça, pour le temps de la période des fêtes. Après les fêtes, je retourne aux études. Donc, pas de fête en famille? Ah non, mais la première année, je suis à Scholastica, il n'y a pas personne qui est allé à la famille. Et à l'été, j'ai une autre obédience. C'était à Fort-Georges, Bay James. Là, j'étais en plein dans mon élément. Oui. Ça n'existe plus parce qu'à cause des travaux hydroélectriques. Alors, c'était une île de 6 000 et demi de long par 1 000 et demi de large où il y avait des métis, il y avait des Indiens gris. Et là, ma fonction, c'était de m'occuper un petit peu de tout.
Et c'est quoi ça? C'est très vague, hein? C'est ça. C'est ça. Quand on... ça allait au gré des besoins, OK? D'abord, je suis arrivé là, je ne savais pas conduire, mais ils m'ont mis, on dit, on va te montrer qu'il y avait un camion, on va te montrer comment ça se conduit. Alors, le supérieur a mis les clés à la table, il a dit, André, tu conduis. Oh, oh. J'ai dit, jamais conduit. Il m'a dit, il y a un tel frère, ben, il a te le montrer, parce que je m'installe du côté du passager. J'ai dit, non, installe-toi du côté du conducteur. Je le regarde, tout surpris. Parce qu'il dit, non, non. Là, il ne monte même pas dans le camion. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, ça, c'est la cloche, ça, c'est le brique, ça, c'est le gaz, puis va-t'en. Oh oui, puis c'était manuel en plus? Oh oui. Oh oui, bien sûr. Parce que les Indiens aimaient beaucoup embarquer dans le camion parce qu'il y avait tellement de la misère avec la synchronisation de mes pédales qu'il arrivait souvent qu'ils tombaient dans le fond du camion, mais ça faisait rire un peu. Alors, on avait une serre, il fallait que je m'occupe de la serre. Il y avait un hôpital à agrandir, bien là, j'ai aidé à ça. Ah, vous avez fait de la construction en plus? On a aidé à transport des matériaux, Oui. tout ça. Puis il n'y a pas de médecin sur place, donc... Mon Dieu. Ah non, c'était la vraie vie de missionnaire que j'avais rêvé. Avez-vous eu à l'exercer, la médecine? Non, il y avait les sœurs grises qui étaient là, mais comme mon camion servait aussi d'ambulance... Ah mon Dieu, vous avez dû transporter des cas, là, hein? c'est ça. Alors, j'ai eu des surprises. J'ai assisté à mon premier accouchement là. Je ne voulais pas assister parce que j'ai peur de ça, mais il était pas... Il ne donne pas la chance, il dit, veux-tu ou tu ne veux pas, là, on a besoin de toi, parce que là, tu fais ce que tu peux des circonstances. Oui, vous vouliez d'abord aider votre prochain, vous? Exactement. Mais dans tout ça, c'était une vie, somme toute, très active, hein? Et puis j'imagine que vous aviez des surprises que vous n'étiez pas planifiées heure par heure, là? Ah, on était... Quand même on aurait voulu être planifié, on ne pouvait pas l'être, parce qu'il y a tellement d'imprévus. Mais comment est-ce que ça survit là-dedans, la pratique d'une vie religieuse, hein? Bien, je me dis, le don de soi, l'accueil des gens tels qu'ils sont. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Nous, dans le Sud, quand on parle de notre région, on parle de Montréal par rapport aux gens de Baie James, on parle des gens du Sud. Dans le Sud, on court en fou. C'est pas le même rythme que les Indiens. Et ça, là, juste accepter le rythme qu'ils ont, accepter que c'est leur mœurs qu'il faut respecter. Oui, j'imagine. Si on est capable de faire ça au point de départ, je pense qu'on a une démarche. Puis ça se fait, le respect de l'autre, ça se fait aussi dans la vie de tous les jours, mais c'est un apprentissage de ce qu'on lit dans la Bible. Oui. OK? Oui, oui. Parce que... Prendre l'autre où il en est dans sa culture, bien, c'est facile en parole, mais j'imagine qu'en action, il y a des fois, vous deviez avoir envie d'aller un peu plus vite, hein? Oui, ils l'ont appris, ils me l'ont montré assez rapidement qu'ils n'étaient pas d'accord avec mon rythme de croisière. Parce que la première après-midi, on faisait des blocs de ciment, puis il faut dire, c'est rudimentaire, OK? Il y en a un qui boit sa sable, l'autre mettait de l'eau, puis on étendait ça, puis on faisait... mettait ça au soleil pour 48 heures. Alors, il m'avait mis avec 3 personnes avec qui je ne pouvais pas communiquer parce qu'ils parlaient soit en anglais, soit en cri. Alors, il y en a une qui part à un moment donné, moi je me ramasse avec les 2 autres, je prends son travail à lui, puis le mien, puis je continue, un autre s'en va, puis à un moment donné, je me ramasse tout seul. Le frère, il vient, il dit, c'est un autre, je ne suis pas là de parler, je ne sais pas ce qu'il y a. Parce que je vais aller chercher, voir. Il vient, puis il dit, tu vas trop vite. Va le rythme. C'était ça, et c'est pour ça qu'ils vous ont laissé en plan, là. Tu veux travailler, bien vas-y, là. C'est ça, tu veux faire le fou, il faut aller tout seul. Vous avez compris, hein? C'est ça. Un des nombreux signes que vous ayez eu dans votre vie, M. Plante. Exact. Parce que je peux peut-être le dire pour ceux qui nous entendent, mais le mot providence, puis le mot signe dans votre vie, pour vous, c'est très important, hein? C'est très important. Alors, vous restez combien de temps là, à la Baie James? Tout l'été, 67. Alors, je reviens à fin août 67. Toujours à Chambly. Je reviens à Ottawa. Aidez-moi, là. Je reviens à Scholastica d'Ottawa. OK. Alors, là, je recommence toute année d'études. Au mois de décembre, j'ai une autre obédience, Pointe-Bleue. Pointe-Bleue. Pointe-Bleue pour une deuxième fois. C'était moins grave, vous connaissiez le monde, c'est ça, sauf que, oui, dans ce style-là, c'était moins grave. Sauf qu'il y a des scolastiques qui avaient le droit d'aller chez eux. Moi, j'ai pas eu le droit. Ah. Excusez, c'est choquant un peu. Oui, vous aviez envie d'y aller, j'imagine. Exactement. Mais là, vous l'avez accepté. Oh, pas de suite. Je suis bien trop impulsif pour accepter ça comme ça. Sauf qu'avec des années, j'en ris, mais c'est le coup, j'en riais pas. Bien, j'imagine que non. Sur le moment, ça devait faire une petite différence, hein? C'est ça.
Alors, Pointe-Bleue, la deuxième fois, vous restez combien de temps, là? La période des fêtes seulement. Période des fêtes seulement. Et puis, mon Dieu, on arrive à la fin de... C'est ça. Au 25 mai, Oui. L'animateur de notre équipe, Oscar Lessica, m'avise que le conseil provincial n'accepte pas que je fasse des vœux temporaires au 8 septembre suivant, que je dois quitter la communauté. Là, je vous écoute dire ça, puis je ressens que vous avez encore une grande peine en y pensant. Sur le moment, vous avez dû vous révolter. J'étais très Un petit frustré. peu, oui, très frustré, oui. Ah, puis très, je pense qu'un caractère gras, assez gros. Vous aviez quoi, là, 20 ans à peu près? 23 ans. 23 ans. Alors là, mon Dieu, je ne vous demanderai pas ce que vous avez dû vivre intérieurement. Je bouillais. Vous avez dû bouillir et puis retourner, sortir d'une communauté puis rentrer dans la vie laïque, là. Ça se fait pas comme ça, évidemment. Non. D'abord, les valeurs sont pas les mêmes, le rythme de vie n'est pas le même, et l'objectif de ta vie vient d'en prendre un moyen coup. Oui, vous, c'était votre rêve de toujours, là. Exactement. Et vous dites, vous rentrez dans la vie laïque, là, puis les valeurs ne sont pas la même. Est-ce que les vôtres ont changé? Vous avez... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de frustration, mais quand, durant 15 ans, on a travaillé pour améliorer notre façon d'être, notre façon de vivre, en tout cas, personnellement, je ne pourrais pas mettre ça par-dessus bord automatiquement, même si j'avais beaucoup de frustration. Sauf qu'il y a comme un relâchement, il y a comme une distance. Pourquoi qu'ils ne veulent pas de moi? Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi? Ben, la seule chose que j'ai retenue, c'est celle qui m'avait frustré le plus parce que j'étais pas d'accord, c'est qu'on me dit que tu n'avais pas le sens de responsabilité. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est que quand il était mal pris, il demandait à André, André était là, puis André assumait la responsabilité qui lui était incombée. Alors, ça, j'ai eu beaucoup de misère avec. C'est la phrase que je retiens toujours 30 ans après. Je dis pas que j'en veux 30 ans après, non. sauf qu'il y a des gens à qui j'en ai voulu très longtemps. C'est ça qui vous a fait le plus mal, peut-être? Exactement. Mais quand vous rentrez chez vous, là, ben, vous rentrez chez vos parents? C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester à se tourner les pouces à 23 ans. Oh, Votre non. père n'était pas milliardaire, là? Oh non, il était loin d'être milliardaire. Vos deux sœurs sa étaient passion. mariées dans ce temps-là? Non. Il y en avait une qui se mariait. Il y en a une qui était mariée, mais une qui était chez nous. Sauf que, bon, la première fois que j'ai eu, j'avais un de mes amis, Camille Duchamp, qui est maintenant décédé, qui était au Grand Séminaire de Trois-Rivières, qui s'occupait de. Il était animateur au camp Villejoie, Saint-Dominique, au Lac-Saint-Pierre. Alors, j'ai communiqué avec lui pour voir s'il y avait besoin d'animateur. Je suis allé là pour l'été. Mais entre-temps, il fallait que je pense à ce que je ferais dans la vie. Et j'ai communiqué avec un père Oblat à Ottawa, puis j'ai dit, trouve-moi un cours d'1 an qui n'est pas la pédagogie, pour que j'en finisse au plus vite et que je commence à travailler. Et le cours qu'il y avait d'1 an, c'était le cours de bibliothéconomie. Alors, j'ai fait le cours, j'ai réussi, j'ai pratiqué la bibliothéconomie durant au-delà de 20 ans. Mais ça, c'était un choix comme un choix de survie. Oui, c'était pas vraiment un choix, c'était une obligation. Exactement. Mais vous en avez vécu tout pareil, là. Exactement. Et j'ai l'impression que vous vous êtes réintégré, je dirais, à la vie laïque de façon très progressive, mais vous avez l'air C'est sûr que aujourd'hui. j'ai comme principe, il ne faut pas me rendre malheureux, puis il ne faut pas rendre les autres malheureux des épreuves que je subis. Alors, à ce moment-là, il faut que je me prenne en main, puis il faut que j'essaye d'être le plus joyeux possible dans les circonstances. Mais là, vous étiez célibataire à cette Exactement. époque-là. Ça vous a peut-être aidé à passer le plus mauvais moment sans faire souffrir autour de vous, là? Je dirais pas ça. Je dirais qu'au moment où j'ai connu mon épouse actuelle, elle m'a été d'un support extraordinaire. C'est important d'être capable de se confier à quelqu'un. Mais dites-moi donc, votre épouse, là, à quel moment précis l'avez-vous connue? Bon, après mon cours de biothéconomie, mon premier emploi, c'était à la Commission scolaire régionale Saint-François de Drummondville, où j'étais responsable des services techniques de la bibliothèque. Ça me fait toujours sourire quand je pense Je vois ça. J'avais un de mes employés qui se mariait. Puis je sortais pas avec personne. Puis j'étais son patron parce que je voulais pas aller là seul.
Alors, j'ai un de mes amis qui, à ce temps-là, était professeur ici à Trois-Rivières. Je communique avec lui, puis j'ai dit, dans le personnel enseignant chez vous, y a-t-il des demoiselles qui n'ont pas d'amis? Il me montre, je suis allé le voir chez eux, il m'a montré une photo, puis j'ai dit, ça là, as-tu un ami? Il s'est dit non. On peut faire en sorte de se rencontrer. C'est ça qu'on a fait. C'est comme ça a commencé. Mon Dieu, puis ça a marché, là, quand vous l'avez vue, elle était aussi charmante que sa photo. Oui. Oui. Et elle s'appelait Pauline Labbé. C'est ça. De Trois-Rivières, je pense. C'est ça. Dites-moi donc 2 mots de cette charmante demoiselle, qui est encore votre épouse aujourd'hui, Exact. d'ailleurs. Vous m'avez dit il y a 2 minutes, là, c'est bon d'avoir quelqu'un à qui se confier. Là. Elle vous écoutait, Pauline? Oui. Elle est aussi oreille attentive que moi, je suis volubile. Une chance. Ça va bien. Ça se complète. C'est une personne avec un très bon jugement, puis une personne qui est capable d'aider, qui est attentive à mes besoins. Et ça, dans ce temps-là, c'était très, très, très positif que je puisse l'avoir à mes côtés. Mm-hmm. Puis ma belle famille a été d'un apport extraordinaire. C'est une famille complètement différente de la mienne, sauf que j'ai beaucoup apprécié. Mes beaux-parents sont décédés maintenant, mais ce que mes beaux-parents ont fait pour moi. Ils m'ont ouvert encore les yeux face à notre réalité de la vie, à notre façon de vivre, à notre façon d'être plus positif. Ma belle-mère, durant 10 ans de temps, a essayé de me faire comprendre chaque jour suffit sa peine. Ça m'a pris 10 ans à comprendre. Ah, Des oui. fois, je suis lent à comprendre. Mais quand on vit, on peut comprendre avec sa raison et puis ne pas arriver à le vivre complètement. Sauf qu'au cours des années, j'ai essayé de mettre en pratique. Et je pense que si c'est ça l'héritage que ma belle-mère m'a donné, à part d'avoir... À part votre épouse. oui, mais c'est l'héritage de formation personnelle. Moi, je pense que c'est un atout extraordinaire. Savez-vous que c'est très beau rendre hommage à sa belle-mère pour une chose aussi belle? Ben, moi, je pense que c'est le moindre que je lui dois. Alors, vous êtes heureux, là, vous avez trouvé la personne qu'il vous fallait. Exactement. Vous êtes marié depuis combien de temps? Ça va faire 25 ans cet été. 25 ans? Oh, mais mon Dieu, il va falloir qu'on fête ça, M. Plante, un quart de siècle. C'est ça. Alors là, c'est à Drummondville que vous travaillez, puis est-ce que c'est là que vous rencontrez Pauline? Oui, c'est durant ce... C'est là, hein? Elle travaillait à Drummondville? Elle travaille à Trois-Rivières. Ah bon, c'est par l'entremise de l'ami ça. qui s'est marié, là. Bon, Drummondville, vous restez combien de temps? 1 an. 1 an. Mon beau-père, il trouvait que j'étais trop loin, il a dit va donc voir à Shawinigan, au niveau élémentaire, il cherche un billet de guerre, parce qu'il y avait plein de contacts. Alors, le directeur des études de Shawinigan, dans le temps, demeurait à l'arrière de la maison de mes parents. Alors, une fin de semaine, je cogne à sa porte, puis j'ai dit paraît-il vous cherchez un billet de guerre? Il a dit oui. Alors, j'ai dit moi, j'ai les diplômes requis, puis je travaille déjà. Il dit envoie-moi ton curriculum vitae. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis il m'a fait visiter une première fois, pensant de me décourager, parce qu'il y avait, dans ce temps-là, pour le Grand Shawinigan, il y avait 13 bibliothèques. Puis les livres étaient classés par auteur, pas AU, mais HAU, du plus grand au plus petit. Puis il disait, bon là, il faut que tu montes un système de classification. Puis il pensait me décourager avec ça, mais non, il ne m'a pas découragé. Est-ce que vous aviez l'organisation de toutes les bibliothèques de la ville? Toutes les bibliothèques élémentaires de Shawinigan. Oui, ça en fait pareil, 13. Mm-hmm. Alors là, vous travaillez à Shawinigan, ça va bien. C'est ça, durant une dizaine d'années. Durant une dizaine d'années, puis à un moment donné, on vous retrouve à Trois-Rivières. C'est ça. Il y a un concours. Un de mes objectifs de carrière de bibliothécaire, c'était être bibliothécaire en référence au niveau de l'université. Mais là, je disais, je vais commencer par rentrer, puis après ça, j'essaierai d'aller où je veux. Alors, il y avait un poste de directeur adjoint des services techniques à la bibliothèque de l'UQTR qui était ouvert. J'ai appliqué. On m'a sélectionné. Sauf qu'à la fin de la période de probation, ils ne m'ont pas donné une permanence, donc je me suis retrouvé sans emploi. Mm-hmm. Puis là, ben, j'ai passé beaucoup d'entrevues, mais je leur disais toujours que j'avais été congédié, parce que là, je payais pour la franchise que j'avais. Mais ça m'a permis de vivre une expérience extraordinaire, de travailler à la bibliothèque de l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles. Au moment où je travaillais là, je ne savais pas ce que ça me donnerait pour plus tard. Parce que vous allez avoir un rapport avec... C'est ça. Mais quelle expérience ça vous a donné, ça? D'abord, le contact avec des gens non-voyants. Être capable d'écouter des gens qui viennent de vivre une épreuve, parce que ce pas nécessairement tous des voyants de naissance
avec qui on faisait affaire. Il y avait plusieurs personnes qui venaient de vivre ça. Puis après une certaine période, ils disaient, bon, il faut que je m'arrange pour être capable de cultiver. Ils venaient emprunter des cassettes, parce que tous les livres étaient enregistrés sur cassette grâce à la collaboration au bénévolat des artistes et des comédiens québécois qui venaient enregistrer dans les studios de l'INCA. Et là, j'avais un contact avec ces gens-là pour être capable de leur donner un coup de main puis de suggérer les volumes, tout ça. Ça, là, c'était le but ultime. Mais le but réel, dans le fond, c'est être à l'écoute des personnes, être capable d'être un soutien. Oui, bien entendu, ils en ont besoin. Hein. Exactement. Alors là, c'est très étrange, le chemin de votre vie. Là. Vous vous trouvez à cet institut INCA, l'Institut canadien des aveugles, mais vous ne vous doutez pas, ça c'est vers 81, ça? Disons, Dans ces oui, années-là, c'est ça, 80. Mais vous ne vous doutez pas qu'un jour, là, vous allez entrer dans ce milieu-là, pas comme aveugle, mais autant en parler tout de suite, là, en 1987, alors que vous travaillez au Centre des données fiscales à Shawinigan. 1987, vous arrivez au travail, non? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que ça vous a pris, là? Votre accident? Là? Bon, alors, je suis en train de lire, puis à un moment donné, je ne vois plus mon texte. Je panique. Ben, Alors, on a le service d'infirmière sur place. Alors, mon patron a dit, va voir l'infirmière, il n'y a pas question. Mais sauf qu'à la bibliothèque, on commandait des documents que l'infirmière a besoin pour faire propagande dans la bâtisse. Alors, sur les entrefaites, événement assez curieux, l'infirmière arrive pour commander de quoi. Puis là, je pourrais dire servir. Viens voir, on va regarder la pression. Il n'y a pas de pression. C'était pas la pression au niveau visuel qu'il y avait des problèmes, parce que là, appelle le médecin, j'appelle le médecin, il me donne rendez-vous. Alors, il me dit, bon, ben, la rétine est brisée, est fissurée. On va traiter ça au laser. On commence par traiter ça au laser. Mais là, ça se détériore, parce qu'ils ont dit, on va faire un bocal sclérane, une opération de 5 heures. On fait l'opération. J'ai un congé suite à cette opération-là d'1 mois. Je dois recommencer le 18 décembre à travailler. Dans la nuit du 17 au 18, c'est comme un coup c'est comme un coup d'élastique qu'on reçoit, là, au niveau de la tête. Je me lève, je m'en vais à la chambre de bain, ferme mon œil gauche, je passe ma main vis-à-vis de mon œil droit, j'ai plus de vision. oh mon Dieu, quel choc. Oui. Puis j'en parle pas à personne. Je vais travailler pareil dans le lendemain. Il faut être fou un peu. Ben, il faut être fou. Comment avez-vous fait pour vous rendre au travail dans cet état-là? Ah non, ben là, ça faisait... C'était revenu peut-être un peu. Ça faisait une couple d'années que je voyageais plus personne au bureau, puis je ne me servais pas de mon auto pour aller travailler parce que j'avais des problèmes de vision. Puis là, vous êtes une tête dure, là, vous vous trouvez avec les yeux amochés, puis vous allez travailler pareil. C'est ça. Mais le médecin m'avait dit, rentre juste le vendredi, on va voir comment ça va fonctionner. Là, en venant à mon domicile, bien là, à un moment donné, j'ai cogné Pauline, puis elle se dit, tu ne vois pas? J'ai dit, ben non. Là, je me suis mis à pleurer, parce que... Elle dit, va le médecin. J'ai dit, non, on va pas le médecin. J'avais un rendez-vous au 11 janvier avec lui. Je suis allé au rendez-vous, puis il m'a dit, comment tu serais venu? Il était trop tard. Trop tard. De toute façon, c'est pas le fait que tu sois venu ou pas, c'est que ta rétine n'est plus bonne. Alors, le réflexe que j'ai eu, moi, c'est, mon gars, tu m'as manqué. Mais plus tard, dans ma vie, j'étais en train de manger dans un restaurant, Shawinigan, et mon ami Joe Goulet, qui est non-voyant, maintenant ça doit faire une dizaine d'années, il vient prendre son café régulièrement, puis il arrive là, des coups, il se lève, puis il commence à chercher, il me demandait ce qu'il cherchait. Alors il dit, est-ce que quelqu'un veut m'aider? Je m'avance. J'ai dit, Monsieur Goulet, j'ai dit, André Lam. Il dit, oui, on avait déjà travaillé pour le même employeur comme ça, à Shawinigan. Il dit, cherche ma calotte. Je vais essayer de chercher ça. Ça se prenait du temps à trouver la calotte. Il dit, ça te permet du temps, mais j'ai des problèmes de vision. Fini par la trouver. Après ça, j'ai dit, j'ai fini de souper, je veux dire, venir avec toi. Oui. Puis là, ça faisait plusieurs mois que j'étais opéré, puis j'étais très agressif. Il dit, faites opérer où? Je lui donne un nom d'hôpital. Par quel médecin? Je donne le nom du médecin. Pourquoi? Pour l'école rétine. Ah. Il dit, tu j'ai eu, moi? Je dis, non. Il dit, l'école rétine à gauche, l'école rétine à droite. Opéré par le même médecin. J'ai dit, toi aussi, t'as manqué. Il dit, André, ta rétine, c'est comme un vieux gilet. Si ton gilet est percé, tu fais le coude. C'est tout.
ça va se découdre plus loin. Il dit, quand c'est plus bon, c'est plus bon. Oui, c'était définitif, en fait. C'est ça. Mais vous, Monsieur Plante, vous aviez juste un œil, là. Oui, Ben, fini. c'est ça. Mais j'imagine, comment est-ce qu'on vit ça, là? Vous me dites que j'étais agressif, hein? Oui, je dis que j'étais agressif. Quand vous réalisez que c'est vrai pour vrai, là? Quand je réalise que c'est vrai pour vrai, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je suis allé voir un patron au bureau, puis j'ai dit, ce que vous faites avec un employé du centre fiscal non-voyant? Il dit, prends le temps de te réadapter, t'es pas dehors, t'es permanent. Bon, Ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Mais sauf que dans la vie, il y a toujours des actes que juge providentiel qui se passent. Quand j'ai eu la décision du médecin, juste avant moi, il avait donné la même décision à quelqu'un qui était camionneur, qui venait de la vallée de Métépédia, puis il était à peu près de mon âge. Puis le gars, pour lui, c'était je perds mon emploi. Et moi, au moins, j'avais au moins la certitude de ne pas perdre mon emploi. Oui, oui. Mais c'est sûr que quand tu te cognes un mur, quand tu frappes des gens parce que tu ne vois pas, c'est comme si l'handicap te revenait à pleine face. Oui, vous recevez l'effet d'une gifle. Là, j'imagine que ça doit être très dur à s'habituer de ce côté-là. Et puis, du point de vue vis-à-vis de vos proches aussi. Oui, sauf qu'on ne s'habitue jamais. Non. On s'y adapte, mais on ne s'habitue pas jamais. Mais qu'avez-vous fait pour vous y adapter, vous? Parce que vous n'êtes pas resté à pleurer entre vos murs, sûrement Non, pas. je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Non. C'est probablement ça qui sauve. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait, là, comme action, concrètement? Bon, d'abord, et d'un, c'est sûr que je me suis dit personnellement, il faut, André, que tu ne fasses pas souffrir les autres. C'est toujours ça que je me dis. Déjà, la première pensée. Puis quand même, je me dis, mes parents me disaient, comment tu te trouverais à terre, puis pleurer, ça ramène pas les affaires. Il n'est plus là, essaye de vivre avec les bouts qu'il y a. Le reste, tu as tous tes membres, tu as encore un œil, au moins, tu es capable de faire quelque chose avec ça. Puis il y a plein de gens autour de nous autres qui ont des handicaps pires que le mien, puis qui vivent, qui sont heureux pareil. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, ça veut juste dire qu'on s'y adapte. Oui. Puis vous avez été encouragé par les vôtres aussi. Oui, oui. J'ai eu un soutien constant et de mes amis et de mes proches. Et aussi, vous ne le dites pas, je vais vous le faire dire, vous avez pensé aux autres, à ceux qui vivaient des situations comme vous. Vous m'avez dit, j'ai toujours été dans le bénévolat, optimisme, centraide, Croix-Rouge. Et puis là, vous êtes arrivé à Mira, l'Institut Mira. Comment est-ce que ça s'est fait, là, arriver à Mira? Arrivé à Mira, d'abord, au centre fiscal Shawinigan-Sud, il y a un comité des personnes handicapées, dont j'étais membre, maintenant je suis responsable. Et on faisait une semaine nationale pour les handicapés. Et on avait décidé de prendre certains handicaps, dont des gens qui étaient non-voyants. Et j'ai fait venir M. Michel Landois de la Fondation Mira. Et c'est là le premier contact. Pour parler à votre groupe? Pour parler avec des gens, puis même répondre aux questions des gens, parce qu'il y avait un kiosque, puis informer ce que c'était la Fondation Mira. Mais au centre fiscal, il n'y avait pas d'aveugles? Il y a une personne qui a une moins bonne vision que la mienne encore. Ah oui? Oui, avec qui... Puis elle est capable de travailler, là. Oui, mais il y a des aides techniques spéciaux pour elle. Ah oui, j'imagine que oui. Mais c'est très beau, par exemple, souligner que Revenu Canada emploie des personnes qui ont un handicap quelconque, là. C'est une politique de la fonction fédérale, suite à la loi d'équité en matière d'emploi, que les personnes handicapées doivent représenter un certain pourcentage de la population. Mais c'est très bien, parce qu'ils ont un potentiel, ces personnes-là, comme les autres. Exactement. Alors, on revient à Mira, là, le monsieur s'en vient parler au kiosque. Alors, c'est ça. Et puis là, bien, il y a un contact qui se fait pour me dire, bien, l'an prochain, on va organiser une marche à l'intérieur du Québec pour une campagne de financement. Alors, est-ce que sur le plan régional, tu voudrais t'impliquer? J'ai dit, bien sûr. Alors, la marche a eu lieu. J'ai fait 75 km avec ces gens-là. Oh, mon Dieu. Puis je ne pensais pas les faire parce que je n'étais pas tellement en forme, sauf que ça s'est très bien fait. On a eu un accueil de la population extraordinaire. L'appui de la Banque de Laurentienne, l'appui des municipalités, Cap-de-Madeleine, Trois-Rivières, Shawinigan-Sud, Grand-Mère, Nicolette. On a été capable de ramasser beaucoup de sous. Ce qui m'a surpris, dans certaines villes, je pense au Cap-de-Madeleine, pas parce que c'est ma ville actuellement, mais les gens sortaient des maisons pour nous donner de l'argent. Du troisième étage, je criais pour qu'on y aille recueillir l'argent. Puis au point de départ, l'objectif, c'était juste de faire connaître la Fondation Mira, puis les dons parviennent à Mira. À un moment donné, on ne pouvait plus rester, le monde donnait de l'argent un petit peu partout. Il y a une sensibilisation qui se fait de façon progressive.
Puis c'est sûr que les gens ont besoin d'énormément de sous pour être capables de faire l'élevage des chiens, Oui. puis d'apporter tout l'appui, la formation, puis l'appui, puis le contrôle auprès des gens qui ont besoin de chiens guides, puis d'autres supports de la Fondation Mira. Alors, est-ce que vous continuez à travailler pour cette C'est sûr, cette c'est sûr. fondation? J'ai le goût de travailler pour eux autres, puis je pense que leur œuvre est extraordinaire, puis je veux de plus en plus qu'elle soit connue. Puis vous avez là l'opportunité de rencontrer des gens qui ont des problèmes de vision comme vous. En plein ça. Il nous reste un petit peu de temps, là, pas trop, mais j'ai bien le goût de vous demander une question très personnelle. Dans tous ces hauts et ces bas de votre vie, là, votre vie de foi, qu'est-ce qu'elle est devenue? Moi, je pense qu'elle est venue meilleure qu'elle était. Dans les moments les plus creux, ce que je retiens, c'est que la Providence était toujours là pour me signifier son existence. Pour signifier qu'elle était toujours là pour m'aider. Et l'exemple le plus frappant que j'ai eu, c'est je fais un curcio Ah oui, ça c'est au début de votre... en 1978-79 Oui. peut-être. Dans notre équipe, il y a un type qui fait 15 ans qu'il n'a pas pratiqué. Moi, je pratique, sauf que, à un moment donné, dans un atelier, ils veulent qu'on parle de Providence. Moi, j'ai dit, je parle pas de ça. Je dis, j'ai pas d'emploi, puis je sais pas où je m'en vais, puis... Alors, il y a une célébration eucharistique tout de suite après, puis le type s'en va en avant, puis il dit, les gars, il faut demander une chose, on va prier pour André. Alors, moi, je m'éclate. Puis, je reviens à côté de moi, je dis, pourquoi tu as fait ça? Laisse faire travailler à Providence. Le lundi suivant, j'ai eu un appel d'un employeur. J'ai jamais manqué d'ouvrage depuis ce temps-là. Je dis, il y a des moments dans la vie où ça se manifeste de façon plus évidente, mais quand on est plus attentif, on en voit plus souvent. Mais ça, là, c'était trop évident Oui, pour ne pas le voir. oui. Même chose quand j'ai été opéré dans mon œil gauche, j'avais de la peur épouvantable parce que je me disais, si je perds l'œil gauche, c'est fini. Juste avant mon opération, il y avait une dame qui était au côté de moi, que le médecin vient voir. La dame s'est opérée pour un anévrisme. Puis je trouvais que je trouvais ça misérable, la façon qu'elle vivait son événement. Je rentre dans la salle après. Moi, j'avais demandé au médecin d'avoir tous les sédatifs possibles. Il n'était plus disponible parce qu'il était dans notre salle. J'ai vécu mon opération en pensant à cette personne-là. Alors, vous avez prié pour cette personne-là? Effectivement. Mais vous m'avez dit aussi que vous aviez tellement peur de l'opération. C'était Vous épouvantable. vouliez des sédatifs, vous vouliez qu'on vous endorme à tout prix. Hein? Ouais, je voulais. Mais c'était la crainte, j'imagine, que ça ne marche pas. Oui, puis de toute façon, j'ai peur, c'est le plan médical, j'ai peur des piqûres, j'ai peur de tout. Ah. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Sauf que les événements, ils font qu'à un moment donné, là, tu les vis autrement que tu les projettes. Quand j'ai rencontré un médecin à Montréal qui voulait il dit que je voulais me faire opérer dans l'œil gauche, puis il me dit, moi je pensais me faire opérer tout de suite, naïf un peu. Il me dit, les opérations sont cédulées 1 an en avance. Là, il m'a Mon coupé. Dieu. Puis c'est urgent, généralement, ça. C'est ça. C'est bizarre, comme on parlait de ça, le téléphone sonne, quelqu'un se cancelle, il me place à sa place. Alors, je dis, s'il n'y a pas de signe confidentiel dans ça, là, moi, je comprends plus. Puis, moi, je dis, je vais avoir plein de sédatifs, il n'y a pas de sédatifs. Moi, je pense que j'avais à m'occuper de cette personne-là que je ne reverrai plus jamais, pour lesquelles j'ai prié. Puis, je pense qu'il faut qu'André prie durant son opération pour quelqu'un d'autre. Il faudra pas que... Oui, c'est la première fois que j'entends dire ça. Hein? Oui. Mais c'est ça, j'ai vécu Oui, pareil. oui. Donc, vous pensez aux autres aussi. Vous ne vous êtes pas renfermé sur vous, là? Non. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ont pensé à moi aussi. Oui, probablement. Vous dites beaucoup qui ont pensé à moi. Revoyez-vous de vos anciens compagnons? Oui, quelquefois. Oui. Mais c'est sûr que moins que je voudrais. Mais je n'ai vu des gens. Je pensais vous devoir les pieds. Non, c'était le pied de la table. Il y a des gens que j'ai revus, puis c'est très agréable, le cheminement que chacun a fait. Ils sont tous surpris de ce que j'ai vécu, sauf que je me dis, c'est juste un plus, même si physiquement un moins. Oui, vous avez un moins, mais qui vous a permis de rencontrer d'autres personnes, d'écouter davantage. Et puis, vous travaillez toujours au Centre des données fiscales. Oui. Puis là aussi, vous me disiez que là aussi, on pouvait faire quelque chose pour les autres. Hein? Oui. C'est un milieu dans lequel on peut partager de façon discrète ce qu'on vit. De toute façon, je pense que le rayonnement, il se fait quand tu es de bonne humeur tout le temps, quand tu es capable de saluer les gens, quand tu es capable d'écouter les personnes qui ont besoin de toi.
tu n'as pas besoin d'annoncer tes couleurs. Elles s'annoncent par elles-mêmes. Et les gens, progressivement, comprennent ou s'aperçoivent que quand il y a un problème supplémentaire, des personnes handicapées, ils sont capables d'aller voir André. André est discret, mais il va aussi efficace. Il va être capable de donner toute la part qu'on est capable de fournir au niveau de l'organisation. Et ça, même à d'autres niveaux, je veux dire, les gens me taquinent beaucoup. Ils disent, tu fais beaucoup de social, puis tu fais pas beaucoup de travail sur le plan des activités. Mais c'est une partie de la vie du centre fiscal qui doit exister aussi. Je veux dire, s'occuper de Centraide au centre fiscal, ils font des annonces, puis ils n'ont pas des candidats. Centraide au centre, je comprends pas, la Centraide au centre. Bon, alors il y a deux types de campagnes de financement que le gouvernement du Canada permet. Je comprends rien à ça. Expliquez-moi. OK. Alors, pour empêcher que tout le monde vienne quêter toutes sortes de choses, le gouvernement du Canada permet à deux organismes, Croix-Rouge et Centraide, de faire des campagnes de financement à l'intérieur. Pour ça, ils nomment des gens à l'intérieur qui vont s'occuper de la campagne de financement. Ils font toujours un appel à tous. C'est pas, et là, vous en faites partie, là? Bien, c'est-à-dire, ils viennent souvent voir André, parce qu'André, d'abord, il parle facilement. André est bon vendeur. Quand il connaît une cause puis qu'il croit, bien, il s'y donne pleinement. Mais ces apports-là que j'ai faits au niveau de la communauté fait que les gens aussi, je suis plus visible au niveau de la communauté, puis au niveau du comité des personnes handicapées, mais les gens sont capables de dire... Lui, il fait quelque chose. Alors, c'est très important pour vous d'être à l'écoute des gens, j'ai l'impression. Hein? C'est très important, même si ce soir, je suis très volubile. Là. Je suis normalement volubile, mais je suis capable aussi de faire la part des choses, puis de dire, bien, la personne a besoin d'aide, c'est le temps de l'écouter. Des fois, on n'a aucune aide technique. On fait juste écouter puis dire à la personne, le bout d'handicap avec lequel il a de la misère à vivre, j'en ai un autre handicap. Puis, tranquillement, tu vas voir que tu vas t'adapter. Et ça se peut que votre parole a beaucoup plus de poids parce que vous vivez une partie de leur situation, tout au moins. Là. Alors, chez vous, M. Plante, avec votre Madame Pauline, comment occupez-vous vos loisirs? Avez-vous des choses que vous faites en commun? Elle aussi est impliquée dans le bénévolat, vous m'avez dit. Au Sanctuaire du Cap, oui. Au niveau des loisirs, disons que moi, à part de jouer au hockey, puis le bénévolat, la liturgie au niveau de la paroisse. Ah, vous ne m'aviez pas dit ça. Ben non, de quelle paroisse êtes-vous? Sainte-Bernadette du Cap-de-Madeleine. Sainte-Bernadette. Et qu'est-ce que vous faites dans la liturgie? Bon, alors nous autres, on a des personnes différentes qui coordonnent chacune des messes de la paroisse. Je coordonne une de ces messes-là. Et chacun des coordonnateurs forme l'exécutif du comité de liturgie. Alors, c'est un travail en groupe encore? C'est ça. Et c'est un travail qui nous occupe du mois de septembre jusqu'à la fin de juin. Ah oui, puis sans arrêt, là. Bien, il faut être là au moins tous les dimanches, plus les célébrations importantes. C'est très prenant, finalement. Oui, mais je pense que quand on est capable de donner, il faut le faire. Puis la paroisse, là, vous y croyez? La paroisse. C'est sûr. Rencontrer les gens, communiquer avec eux, prier avec eux. Exact. Bon, c'est ça. Et ensuite, vos loisirs, à part? D'abord, au centre fiscal, je prends des cours de langage gestuel parce qu'on a des personnes malentendantes. Dieu. Alors ça prend une partie de mon temps. Organiser le cours plus le suivre. Je prends des cours d'anglais. J'ai aussi les quilles. J'ai aussi ma vie familiale. Alors, là, ma vie est remplie. Pas de problème. Mais je vous écoute parler des loisirs. Le langage gestuel, ça doit être très difficile. Oui, vous appelez ça un loisir, apprendre ça? Ah, c'est très intéressant. Bien, c'est un loisir parce que ça nous fait rire un peu. On voit comme on est gauche. On voit aussi qu'on connaît très peu le monde des malentendants. Quand on dit que les malentendants ne comprennent que 30 de ce que nous autres, on dit ou on écrit, c'est toute une révélation. Puis plus on prend contact avec les autres, plus on s'aperçoit qu'on n'est pas sensible à leur réalité. Non, ça doit être très dur. Se trouver avec un groupe, voir les gens rire, puis ne pas savoir pourquoi. Exactement. Et puis, êtes-vous bien avancé dans cette communication avec eux? Au centre fiscal, il s'est fait de très grands pas. Moi-même, j'ai plus de misère que d'autres parce que je pratique moins que les autres, mais on a de très grands pas de fait au niveau de l'approche de communication avec les personnes malentendantes. Parce que vous en avez des malentendants au centre fiscal? Oui. Alors, mon Dieu, je vous parlais de loisirs, mais vous me parlez service, vous?
J'ai l'impression que ça fait tout un dans votre vie, là. Le seul loisir que je me permets, c'est aller jouer au hockey une fois par semaine. C'est mon social. Mais je dis, quand je fais du service, je fais du social aussi. Je suis pas. Je me fais plaisir en même temps que je fais plaisir aux autres. Alors, pour vous, là, mon Dieu, on ne sait pas où ça commence pour vous, puis où ça commence pour les autres. J'ai l'impression que vous formez un tout, là. J'ai besoin des autres, Oui. puis je peux apporter un petit peu aux autres parce qu'on essaye de combler les besoins comme ça. Oui, puis à ce moment-là, on ne reste pas centré sur soi-même, là. Faut pas. Moi, je pense que ce serait très mauvais que je ressente soi-même. Alors, je voudrais vous demander, M. Plante, avec tout ce que vous avez vécu, là, puis comment vous en êtes réchappé? Parce que vous en êtes bien sorti de tout ça, sauf que vous me disiez, c'est à recommencer tous les jours. Hein. C'est ça. Et à un moment donné, il y a toujours, on bute toujours sur des obstacles. Là. Et puis, c'est jamais vraiment complètement acquis, un handicap. Il faut toujours travailler ça. Mais j'aimerais, pour la minute qui nous reste, là, si vous pouviez donner un petit message là, de ce que vous avez vécu pour ceux qui nous écoutent. Moi, je pense que c'est important de vivre chacune des étapes qui suit un handicap que l'on subit. C'est-à-dire que quand le handicap nous est révélé, il y a des périodes de frustration, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et il faut être capable de vivre chacune des étapes, être capable aussi de se dire qu'en bout de ligne, comme n'importe quelle personne qui a une opération, une maladie grave, qui a une opération, puis qui doit aller plus loin, qu'il n'y a rien de perdu. Il y a peut-être un aspect physique dans notre corps qui est perdu, diminué ou perdu, sauf que ça nous permet juste, quand on y réfléchit, après coup, d'avancer. Il n'y a rien qui se fait dans cette vie qui n'est pas là pour améliorer notre bien-être. Puis tout ce qui nous arrive, c'est providentiel. On le perçoit peut-être trop tard, ou beaucoup plus tard. Plus tard. Dans votre cas, vous le percevez pas trop tard. C'est-à-dire que quand l'événement arrive, là, oui, on est bloqué. C'est ça. Ça serait très plaisant qu'on puisse avoir le réflexe assez rapide pour dire ça arrive, puis ça n'arrive pas pour rien. Mais c'est pas comme ça se passe. Non. Sauf que je dis, il faut être capable de se rendre éveillé à l'appel que l'épreuve qu'on subit, à l'appel qui nous a demandé pour aller plus loin. Pas nécessairement servir d'exemple, mais pour nous autres, améliorer notre façon d'être, notre façon d'agir. Pour continuer à occuper votre place dans la vie. Là. Exactement. Mais il faut dire, dans votre cas, votre formation, votre foi vous ont beaucoup aidé. Vous croyez en la providence, c'est pas pour rien. Exactement. C'est manifesté de façon assez flagrante pour que je puisse pas dire que ça n'existe pas. J'aurais aucune raison d'affirmer le contraire. Non, vous l'avez vécu, expérimenté dans votre vie. Là. Alors, M. Plante, on va souhaiter aux personnes qui nous écoutent, s'il y en a qui ont des moments difficiles à traverser, on va leur souhaiter eux aussi cette chance de rencontrer des personnes qui vont leur montrer qu'il y a encore moyen de rire puis d'être heureux dans la vie. Et puis, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de donner ce témoignage-là. Ça me fait extrêmement plaisir, madame. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.